le salon d'une maison bourgeoise, une quinzaine d'officiers se sont rassemblés pour une réunion des plus importantes. Ce sont majoritairement des cavaliers, et pourtant leurs uniformes arborent les insignes de l'aviation française. L'atmosphère est électrique, tandis qu'ils écoutent leur chef leur expliquer leur mission. Leur chef, c'est le commandant Charles Tricorneau de Rose, ancien cavalier et aviateur, rattaché à la 5e armée du général Franchet d'Espéré. De Rose a passé des mois à essayer de convaincre ses supérieurs que son idée méritait d'être testée, et il venait enfin d'avoir leur autorisation. Et en ce 1er mars 1915, il pouvait annoncer à ses hommes que leur escadrille, la MS-12, va devenir la première escadrille de chasse de l'armée française. Fini les missions d'observation et de bombardement. Les Morane Saulnier Parasol, alors l'appareil le plus rapide de l'époque, devaient maintenant servir à traquer les avions allemands et à donner aux Alliés la maîtrise du ciel dans ce secteur. Et si l'expérience s'avérait concluante, d'autres escadrilles de chasse allaient voir le jour. Mais les Morane utilisés par l'escadrille étaient des biplaces, avec un observateur qui maniait une mitrailleuse sur un affût installé derrière le pilote. Et c'est avec un appareil de ce type que le 1er avril, un aviatique fut abattu par 2 aviateurs de la MS-12. Ce fut la première victoire de l'escadrille, dûment célébrée par les pilotes, dont le vainqueur du jour, le futur as Jean Navarre, dont on aura l'occasion de reparler. Le lendemain, un autre aviatique était abattu par un Morane de la MS-12, à la grande joie du commandant de Rose. Son idée fonctionnait à merveille. Pendant ce temps, un autre aviateur se distinguait. C'était Roland Garros, pilote à l'escadrille MS-23. Ce dernier croyait aussi au potentiel de la chasse aérienne, mais voulait voler seul, étant à la fois pilote et mitrailleur. Mais les avions de l'époque ne le permettaient pas, il fallait en effet monter une mitrailleuse juste devant le pilote, c'est-à-dire sur le capot du moteur. Les ailes des appareils de l'époque ne permettaient pas d'y installer des mitrailleuses, et ces dernières avaient tendance à s'enrayer. Il fallait donc que le pilote puisse y accéder facilement. Une possibilité était d'installer le moteur derrière le pilote, comme sur les Farman utilisés pour le bombardement et la reconnaissance. Une autre idée était d'utiliser un système pour synchroniser le tir avec l'hélice. L'idée d'un système de synchronisation n'était pas nouvelle. En 1913, l'ingénieur suisse Franz Schneider avait déposé un brevet pour un système de ce type, mais il n'attira pas l'intérêt des militaires. L'année suivante, un autre ingénieur, français cette fois-ci, Raymond Saulnier, inventa un système différent qui s'avéra suffisamment prometteur pour être testé. Mais la mitrailleuse Hotchkiss utilisée avec ce système était inadaptée car elle devait être utilisée en mode semi-automatique. De plus, l'arme ne tirait pas une cadence régulière, ce qui rendait le système dangereux à utiliser. Certains pilotes britanniques n'hésitèrent donc pas à tirer à travers le champ de l'hélice sans protection, ces pilotes comptant sur la chance ainsi que la solidité de leur hélice pour s'en sortir. Mais étonnamment, cette méthode n'a pas été très populaire. En 1915, Roland Garros convainquit Raymond Saulnier de le laisser travailler sur un monoplan Morane afin de perfectionner son système. Mais comme ce dernier restait trop compliqué à régler, il eut une idée simple mais efficace pour protéger son hélice des balles. Garros monta des déflecteurs de métal sur les pales de l'hélice pour pallier les faiblesses du système de Saulnier. Ces pièces métalliques devaient dévier vers l'extérieur les balles qui les touchaient. Ce système fut assez difficile à mettre au point, Garros manquant même d'y laisser la vie lorsqu'une des pales de son hélice fut arrachée par une balle. Mais le 10 mars, ce dernier était de retour dans son escadrille afin de tester son système. Sans succès car l'ennemi ne se montrait pas. Et quand enfin il croisa la route d'un aviatique, sa mitrailleuse s'enraya. Le 1er avril 1915, Garros décolla pour bombarder la gare de Bruges. Alors qu'il approchait du front, il aperçut de petits nuages noirs apparaître par grappes au-dessus des lignes françaises. La DCA avait repéré un avion allemand et tenté de l'abattre. Garros fonça vers l'albatros ennemi, manquant lui-même de se faire atteindre par les projectiles de la DCA française. Garros avait l'avantage de la vitesse et de la manœuvrabilité, tandis que le biplace allemand ne pouvait se défendre efficacement, vu que l'observateur, qui était armé d'une carabine, était installé entre le pilote et le moteur. Le français vida 3 chargeurs de 25 cartouches à 30 mètres de distance avant que l'avion allemand ne prenne feu. 20 secondes plus tard, l'avion s'écrasait dans une gerbe de flammes. Les 2 membres de l'équipage étaient morts. Garros retourna à sa base avant de revenir en automobile avec quelques-uns de ses camarades. Son système avait fonctionné, il avait remporté sa première victoire. Mais cette dernière avait un goût amer pour l'aviateur. 2 jours plus tard, un autre aviateur se distingua, Adolphe Pégout, qui forçait un taube à atterrir. Et les affaires des Allemands ne s'amélioraient pas car les Français n'étaient pas les seuls à monter leurs escadrilles de chasse. Les Britanniques avaient aussi développé leur propre chasseur avec le Vickers Gunbus, un biplace dont le moteur était installé derrière le pilote. C'était le premier appareil conçu spécifiquement pour la chasse et il fut déployé en France en février 1915. Mais l'engin était lent et peu maniable comparé aux avions français et allemands. Dans les jours qui suivirent, l'invention de Garros prouva son efficacité. Ce dernier abattit 2 autres avions allemands, de quoi inquiéter les équipages qui subissaient des pertes de plus en plus lourdes. Mais pour une fois, le destin allait les avantager.
Le 18 avril, Roland-Garros s'était forcé d'atterrir derrière les lignes allemandes après que son moteur ait rendu l'âme. Le pilote tenta de mettre le feu à son Morane mais fut capturé et la carcasse partiellement brûlée de son avion fut expédiée en Allemagne. Garros avait passé un peu moins de 3 ans en captivité avant de réussir à s'évader en février 1918. Pendant que Garros était en captivité, les autorités allemandes décidèrent de reproduire le système qui équipait son Morane. Et c'est Anthony Fokker qui va réussir à doter l'Allemagne de son premier chasseur. Fokker était un jeune ingénieur hollandais qui avait fondé sa propre entreprise en Allemagne quelques années avant la guerre. En 1914, il avait lancé un appareil très prometteur, un monoplan très inspiré du Morane type G et qui servait en petit nombre dans l'aviation allemande. Mais pour en faire un chasseur, il fallait y installer une mitrailleuse devant le pilote. Et c'est ce qu'a réussi Anthony Fokker. Alors, quelques précisions s'imposent. Une histoire encore trop souvent racontée est que Fokker s'est contenté de copier le système de Garros, ce qui n'est pas vrai. Dans son autobiographie, Fokker a expliqué avoir conçu, développé et installé dans un avion un système synchronisant le tir de la mitrailleuse avec l'hélice, le tout en 48 heures. Ouais. Sauf que Fokker avait déjà travaillé sur un système de synchronisation de tir bien avant de mettre la main sur l'avion de Garros. Fokker s'était inspiré du système développé par Franz Schneider en 1913. La capture de l'avion de Garros avait juste montré aux militaires allemands l'intérêt d'avoir un chasseur monoplace. Et Fokker avait parfaitement su profiter de cet intérêt, vu que ses recherches étaient déjà très avancées. Les essais de tir eurent lieu en mai 1915, et un mois plus tard, 5 Fokker Eindecker furent mis en service, et une commande pour 36 autres fut placée en août. Ces appareils montrèrent immédiatement leur efficacité. Le 15 juillet, le lieutenant Kurt Wingens abattit un Morane Parasol près de Colmar, sa première victoire homologuée. À la fin du mois de juillet, une quinzaine de Fokker Eindecker équipaient les unités présentes sur le front de l'Ouest. Un chasseur pour chaque escadrille de biplace. Ces pilotes devaient, en plus de leur rôle de chasseur, effectuer des missions de reconnaissance et avaient interdiction de franchir les lignes ennemies avec leur Eindecker pour éviter que ces derniers ne soient capturés. Et parmi ces pilotes, 2 noms vont rentrer dans la légende, Max Immelmann et Oswald Bölke. Immelmann et Bölke étaient membres de la même escadrille, la Feldflieger Abteilung 62, installée près de la ville de Douai. Les 2 aviateurs commencèrent une véritable compétition pour nettoyer le ciel des avions alliés. Le 1er août, les pilotes de l'escadrille furent réveillés par un groupe d'avions qui venaient bombarder leur aérodrome. Bölke et Immelmann décollèrent immédiatement pour intercepter les appareils, des BE-2C britanniques. Bölke s'approcha d'un des avions britanniques pour l'abattre, avant de piquer vers le sol, à la grande inquiétude d'Immelmann. La mitrailleuse de Bölke s'était enrayée, le forçant à abandonner le combat. Immelmann ne rata pas sa chance, attaquant l'appareil britannique et le forçant à se poser près de Douai. Un coup de chance pour lui car sa mitrailleuse venait tout juste de s'enrayer. Le pilote allemand se posa près de sa victime. Le pilote abattu, le Canadien William Reed, avait reçu une balle dans le bras, ce qui ne l'empêcha pas de complimenter Immelmann sur la précision de son tir. Le pilote allemand aida son adversaire à sortir de son avion avant de lui poser un bandage en attendant l'arrivée des secours. Quelque temps plus tard, Immelmann largua une lettre au-dessus de Saint-Paul pour annoncer aux Britanniques que Reed était prisonnier et sain et sauf. Cela peut paraître surprenant, mais les pilotes de l'époque faisaient preuve d'une certaine chevalerie entre eux. Difficile de dire pourquoi. Peut-être parce que la plupart venaient de la cavalerie, à moins que cet esprit chevaleresque ne vienne plutôt des duels qu'ils menaient au-dessus des tranchées, qui rappelaient les joutes du Moyen-Âge. Les pilotes avaient ce triste privilège de pouvoir voir leur adversaire et parfois de choisir leur mort, à la différence des soldats dans les tranchées, qui étaient bien souvent tués par l'artillerie ou par les mitrailleuses avant même de pouvoir apercevoir leur ennemi. Il n'était pas rare, surtout au début de la guerre, de voir des pilotes rendre hommage à leur adversaire. Comme par exemple le 6 septembre 1915, où un avion allemand lâcha au-dessus des lignes françaises une couronne de fleurs en hommage à Adolphe Pégoud, abattu quelques jours auparavant. Néanmoins, tous les pilotes ne pratiquaient pas cela, et la plupart du temps, les duels aériens avaient pour but de tuer pour ne pas être tués. À la fin de l'année, Immelmann comptait 7 victoires et Bölke 6. Les pilotes des Fokker Eindecker comptaient 28 victoires au total, en tout cas si on compte celles homologuées. Les 2 aviateurs collectionnèrent succès et médailles, devenant des coqueluches du public. Bölke réalisa même un exploit bien particulier en sauvant un enfant français qui se noyait dans un canal, exploit qui lui valut les acclamations des villageois du coin et la médaille du sauvetage prussien. Les parents du jeune garçon voulaient même demander la Légion d'honneur pour l'aviateur allemand, ce qui bien évidemment n'était pas possible en temps de guerre. Dans les airs, les Allemands utilisaient au mieux leur Fokker, créant les premières tactiques de chasse qu'ils testèrent contre les avions alliés, comme le virage Immelmann, qui consistait à attaquer l'ennemi, puis enchaîner un demi-looping suivi d'un tonneau afin de regagner de l'altitude et surprendre ses adversaires de face. De juillet 1915 à janvier 1916, les Britanniques perdirent 120 appareils et l'état-major s'inquiétait face aux réticences des pilotes,
qui préférait éviter le combat contre les nouveaux Heindecker. Le 14 janvier, le commandement du Royal Flying Corps demanda à ce que chaque biplace d'observation soit escorté par 3 appareils. Si le contact avec l'escorte était perdu, le biplace devait immédiatement rentrer à sa base. Dans le même temps, les appareils britanniques étaient de plus en plus souvent équipés avec une mitrailleuse. Ces formations offraient une protection relativement efficace, mais nécessitaient de gros moyens, qui réduisaient les capacités des forces aériennes alliées. Mais les Britanniques et les Français préparaient leur riposte face aux Fokker Heindecker. Au début de l'année 1916, 2 nouveaux chasseurs apparaissaient dans le ciel du nord-est de la France. Et comme ni les Britanniques ni les Français n'avaient réussi à résoudre le problème du tir à travers l'hélice, 2 solutions distinctes furent employées. Les Français mirent en service le Nieuport 11. Ces appareils étaient dérivés d'un biplace de reconnaissance, le Nieuport 10. Les pilotes apprécièrent immédiatement ces engins maniables et rapides. Leur petite taille leur valut le surnom de bébé Nieuport. Ces appareils avaient néanmoins 2 gros défauts. Le premier était la fragilité des ailes qui pouvaient se briser en cas de manœuvre trop brutale. L'autre problème venait de son armement. Les bébés Nieuport étaient armés d'une mitrailleuse Vickers installée au-dessus de l'aile supérieure, afin de tirer sans toucher l'hélice. Ce système, fort peu aérodynamique, rendait impossible une intervention du pilote sur son arme en combat aérien. En effet, s'il fallait remplacer le chargeur de 47 cartouches, ou la débloquer, il fallait se mettre debout, ce qui était assez dangereux comme en témoignait la mésaventure de Louis Strange, un pilote britannique, qui se retrouva suspendu au chargeur de sa mitrailleuse lorsque son avion se retourna et piqua en vrille en plein combat aérien. Heureusement, le pilote réussit à s'en sortir et à raconter sa mésaventure, parvenant à attraper le manche entre ses jambes et à bloquer les ailerons. A noter qu'à son retour, il fut critiqué par le commandant d'escadrille pour avoir causé, je cite, « des dommages inutiles à ses instruments de bord et à son siège en tentant de regagner son cockpit ». Heureusement pour les pilotes des Nieuport, un nouveau système permettant de basculer en arrière la mitrailleuse fut développé, réduisant les risques pour les aviateurs. Néanmoins, les pilotes devaient faire attention à leurs munitions quand ils se retrouvaient engagés en combat. L'autre appareil qui devait contrer les Fokker était bien particulier. L'Airco DH-2, développé par l'ingénieur Geoffrey de Havilland, était un monoplace dont le moteur et l'hélice étaient derrière le pilote. La première escadrille équipée de DH-2 arriva en France en février 1916. L'engin était armé d'une mitrailleuse Lewis orientable installée devant le pilote, une arme qui ne satisfaisait guère les pilotes, qui durent se battre avec leur hiérarchie pour que cette arme soit fixée dans le cockpit. L'appareil était bien plus manœuvrable que le Fokker, mais son moteur manquait de fiabilité. Son agilité pouvait également piéger les pilotes inexpérimentés, ce qui lui valut le surnom peu flatteur de l'incinérateur tournoyant. Pourtant, malgré ses défauts, le DH-2 permit aux Britanniques de récupérer la supériorité aérienne, ces engins assurant la couverture aérienne lors de la bataille de la Somme en 1916. Les Français, quant à eux, rassemblèrent leurs Nieuport dans des escadrilles commandées par De Rose et nettoyèrent le ciel de Verdun, à la grande satisfaction du général Pétain. Ningesser, Guynemer ou encore Navarre vont se distinguer au-dessus du champ de bataille, Navarre gagnant même le surnom de Sentinelle de Verdun. Du coup, la situation devenait de plus en plus compliquée pour les Fokker allemands. Une solution était d'améliorer l'engin avec des moteurs plus puissants et un armement plus lourd, mais sans que cela ne soit suffisant. Une autre solution était de revoir l'organisation de la chasse. Jusqu'à présent, les Fokker étaient dispatchés dans les escadrilles de biplace, ce qui limitait leur efficacité. En février 1916, de nouvelles unités de chasse furent créées, les Fokker Staffeln, ou Kampfpanzer Commando, et KEK. Ces unités rassemblaient exclusivement des monoplans de chasse par groupe de 2 ou 4, et furent dispatchées sur le front de l'Ouest, notamment à Verdun. Mais le Fokker n'était plus capable d'affronter à armes égales ses adversaires, et les pilotes allemands en payaient le prix. À la fin du mois de mai, Immelmann faillit se tuer lorsque son système d'interruption de tir subit une défaillance. Une partie de son hélice fut arrachée par les balles de sa mitrailleuse, mais le pilote parvint à atterrir en catastrophe entre Douai et Cambrai. Il avait eu beaucoup de chance ce jour-là, mais cela n'allait pas durer. Le 18 juin, Immelmann décolla avec 3 autres Fokker pour intercepter 4 FE-2B qui se dirigeaient vers Arras. Immelmann abattit un des appareils anglais, sa 16e victoire. Quelques heures plus tard, il dut repartir en patrouille pour intercepter d'autres FE-2B. Une mêlée furieuse se forma au-dessus de la ville de Los-Angeles, entre les Heindecker et les biplaces britanniques. Un des pilotes allemands aperçut Immelmann qui plongeait aux côtés d'un biplace britannique qu'il venait d'abattre. Mais alors que là s'attaquait un autre avion, son avion se mit à osciller dangereusement. Brusquement, le fuselage se détacha de l'avant de l'avion, et l'engin tomba comme une pierre vers le sol, 2000 mètres plus bas. Lorsqu'un groupe de soldats allemands atteignit l'épave, ils ne purent que constater la mort d'Immelmann. Celui qu'on surnommait l'Aigle de l'île venait de mourir. Il n'avait que 25 ans. Les Britanniques prétendirent que l'as allemand avait été abattu par un de leurs avions. Le rapport allemand mentionnait qu'il avait été victime d'un tir ami venant de la DCA. Mais il est fort probable que le système d'interruption de tir ait de nouveau connu une défaillance, détruisant l'hélice et condamnant le pilote.
Ce dernier eut droit à des funérailles nationales dans sa ville de Dresde. 2 semaines plus tard, un appareil britannique passa en rase-motte au-dessus du terrain de l'escadrille d'Immelmann pour y déposer une couronne de feuillage, ainsi qu'une lettre rendant hommage au pilote décédé. Après la mort d'Immelmann, Oswald Bölke fut convoqué à Berlin pour rencontrer l'empereur Guillaume II. Mais cette visite n'enchanta guère le pilote, car le Kaiser lui interdit formellement de retourner au front. L'assaillement était devenu trop précieux pour tomber face aux balles des Alliés. Bölke profita de ce repos forcé pour se rendre en Turquie et en Bulgarie, avant de visiter le front russe. Mais avant de partir, il avait laissé un cadeau aux aviateurs allemands. Une liste de conseils qui fut rapidement imprimée et distribuée à tous les aviateurs allemands. 8 règles formaient ce qui était devenu le dictat Bölke. Donnez-vous l'avantage avant d'attaquer et gardez si possible le soleil derrière vous. N'interrompez jamais une attaque en cours. Tirez seulement lorsque vous vous trouvez près de l'adversaire et qu'il est clairement visible. Quelle que soit l'attaque, il est important de surprendre l'adversaire par derrière. Surveillez toujours l'adversaire et ne vous laissez jamais tromper par ses ruses. Quand l'adversaire pique vers vous, n'essayez pas de l'éviter mais volez dans sa direction. Quand vous volez au-dessus des lignes ennemies, n'oubliez jamais votre itinéraire de repli. Agissez toujours par groupe de 4 ou 6. Quand le combat s'éparpille, évitez que plusieurs avions n'attaquent un seul adversaire. Certaines de ces règles sont d'ailleurs toujours enseignées aux pilotes de chasse actuels. Le 11 août 1916, un télégramme ordonna à Bölke de retourner sur le front ouest pour prendre le commandement d'une escadrille de chasse qui venait d'être créée sur la Somme, la Jagdstaffel II. Bölke était enchanté. En un mois, il abattit 10 avions britanniques, alternant missions en solo et patrouilles avec de jeunes pilotes, dont un certain Manfred von Richthofen, dont on aura l'occasion de reparler par la suite. À la fin du mois d'octobre, Bölke comptait 40 victoires, et son escadrille avait mis à mal la domination aérienne des Alliés. Le 28 octobre, Bölke décolla avec 5 pilotes pour ce qui était sa 5e sortie de la journée. Il volait aux côtés de Richthofen et de son ami Erwin Böhm. Les Allemands prirent en chasse des DH-2 britanniques près de Bapaume. Les nouveaux chasseurs Albatros étaient bien supérieurs aux avions britanniques, et Richthofen se lança à la poursuite de l'avion du capitaine Mackay. Mais ce dernier coupa la route de Bölke et de Böhm, manquant de percuter leurs avions. Surpris, les 2 pilotes allemands donnèrent un coup de palonnier, et les conséquences furent dramatiques. Dans la manœuvre, le train d'atterrissage de Böhm toucha l'aile de Bölke, envoyant l'avion en vrille. Oswald Bölke s'écrasa près d'une position d'artillerie allemande. Le pilote mourut sur le coup. L'as des as allemands venait de mourir dans une collision. Böhm fut dévasté par ce qu'il avait vu, et ses camarades durent l'empêcher de se suicider. Pour autant, ce n'était absolument pas de sa faute, et ce fut également la conclusion du rapport d'enquête allemand. Bölke eut droit à des funérailles en grande pompe dans la cathédrale de Cambrai, et son escadrille fut rebaptisée en son honneur. Encore aujourd'hui, une des escadrilles de l'aviation allemande porte d'ailleurs ce nom. A noter que lors de l'enterrement de Bölke, un pilote marchait devant le cercueil en portant les médailles de l'aviateur. Ce pilote de 24 ans, qui n'avait encore que 6 victoires homologuées à son actif, allait devenir une légende, au point d'éclipser son mentor. Ce pilote, c'était Manfred von Richthofen, le futur baron rouge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolé pour le retard, elle aurait dû sortir en septembre. Mais en ce moment, j'ai du mal à conjuguer vie professionnelle, vie privée et YouTube. J'espère néanmoins qu'elle vous a plu. Je vous rassure, je n'ai pas l'intention d'abandonner la chaîne, et je vais continuer à faire des vidéos, peut-être des formats un peu plus courts et qui me prendront moins de temps, sans pour autant négliger la qualité. Même si certains se sont désabonnés, je vous conseille de rester abonné et d'activer la cloche afin d'avoir des notifications, car le rythme de sortie risque d'être moins régulier, et au moins vous êtes sûr de ne rien manquer. On se retrouve à la prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, à bientôt.